Ma sœur s'est moquée de moi quand j'ai invité la famille à ma fête de fiançailles. Quelle coïncidence. Nous sommes tous aux Maldives. Personne ne vient. Maman a ajouté nonchalamment, j'ai utilisé ton acompte de 20 000 $ pour acheter les billets d'avion. Ma fête de fiançailles ne signifiait rien pour elle. J'ai juste dit, d'accord. Cette nuit-là s'est transformée en cauchemar pour elle. Je m'appelle Bean Reynolds. J'ai 35 ans. Et la nuit où ma famille a prouvé que je n'étais rien d'autre que leur banque personnelle a commencé par un simple message texte. J'avais passé des semaines à planifier ma fête de fiançailles dans un salon privé d'un restaurant au bord de l'eau à Seattle. C'était la première fois de ma vie que je demandais à ma famille de se présenter pour moi au lieu de l'inverse. J'ai envoyé les invitations, payé l'acompte de 20 000 $, et je les ai imaginés assis autour d'une table pour une fois, célébrant quelque chose qui était réellement à moi. Au lieu de cela, l'après-midi de la fête, mon téléphone s'est allumé. Ma sœur a répondu à l'invitation par une seule ligne, dégoulinante de sarcasme, me disant que c'était une telle coïncidence qu'elles étaient toutes aux Maldives et que personne ne viendrait. Quelques minutes plus tard, ma mère a enchaîné, presque ennuyée, expliquant que l'acompte que j'avais viré pour la fête avait déjà été utilisé pour acheter leur billet d'avion. Il n'y avait aucune excuse, aucune hésitation, juste l'annonce désinvolte que ma soirée spéciale avait été convertie en leurs vacances. Je suis resté là, au milieu de cette pièce vide, à regarder mon téléphone pendant que le personnel finissait de mettre des couverts qui ne seraient jamais utilisés. Des années, je renifle, de virements tard le soir, de sacrifices silencieux et d'insultes ravalées se sont télescopés dans ma tête. Et d'une manière ou d'une autre, le seul mot qui est sorti de ma bouche a été celui qui a finalement mis fin à tout. D'accord. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois parti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Après cette nuit au restaurant du front de mer, je suis retourné à mon appartement à Seattle et j'ai finalement laissé le silence me rattraper. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, ma famille avait traité mes revenus comme un service public, quelque chose de fiable et d'invisible qui maintenait tout en état de marche. J'ai obtenu mon premier vrai emploi au début de la vingtaine, un poste de chef de projet dans une entreprise technologique de taille moyenne. Pendant que mes amis cherchaient des colocataires et partageaient le loyer en trois, j'envoyais de l'argent à la maison tous les mois. Au début, cela semblait temporaire, un pont jusqu'à ce que les choses se stabilisent à la maison. Elles ne se sont jamais stabilisées. Ma mère, Cynthia Reynolds, a très vite appris que je dirais oui si elle semblait assez désespérée. Il y avait toujours quelque chose d'urgent, une facture qui devait absolument être payée avant que l'électricité ne soit coupée ou que la voiture ne soit saisie. J'ai couvert le solde impayé de son service d'électricité plus de fois que je ne peux le compter. J'ai payé pour son Internet, son téléphone portable et l'assurance de la vieille berline qu'elle refusait de remplacer. Chaque fois, je me disais que ce serait la dernière fois. Ça ne l'a jamais été. Ma sœur aînée, Adrienne Reynolds, a pris ce modèle et en a fait un style de vie. Au moment où je payais mon propre loyer et que j'épargnais pour ma retraite, elle passait d'emploi dans le commerce de détail à des projets créatifs de courte durée, restant juste assez occupée pour se dire indépendante tout en comptant sur mes virements pour combler les manques. Lorsque son assurance maladie a expiré, je l'ai ajoutée à une police par l'intermédiaire de mon employeur. Quand son prêt auto a pris du retard, j'ai couvert 2 mois d'affilée pour qu'il ne soit pas en défaut de paiement. Quand elle a voulu déménager dans un appartement plus cher parce qu'il avait une meilleure lumière naturelle pour son contenu, j'ai tranquillement augmenté le montant que je lui envoyais chaque mois. Ma tante du côté de ma mère a pris l'habitude ensuite. Elle ne demandait pas directement très souvent, mais elle n'en avait pas besoin. Ma mère présentait chaque nouvelle demande comme une urgence familiale, une quote-part médicale par-ci, un manque de loyer par-là, une réparation surprise que personne n'aurait pu prévoir. Au fil des ans, ces moments se sont fondus en un flux constant de paiements sortants que je classais mentalement sous le même mot, nécessaire. À un moment donné, j'ai arrêté de parler d'argent avec quiconque en dehors de ce cercle. Je ne voulais pas admettre quelle part de mon salaire disparaissait dans les budgets d'autres personnes. Quand des collègues discutaient de voyage ou d'achat de maison, je souriais et je détournais la conversation. Il était plus facile de leur laisser supposer que j'étais prudente que d'expliquer que je finançais 3 ménages d'adultes qui n'étaient pas les miens. La seule personne qui a jamais dépassé cette surface était mon fiancé, Carter Wells. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de bénévolat, et il aimait le fait que je sois fiable. Il a remarqué à quelle fréquence je vérifiais mon téléphone quand nous sortions,
à quelle vitesse je répondais à certains appels, à quel point je devenais anxieuse chaque fois que le jour de paix coïncidait avec un message de ma mère. Il n'a jamais accusé, n'a jamais exigé d'explication, mais il continuait à me demander gentiment si je faisais tout cela parce que je le voulais ou parce que j'avais peur de ce qui se passerait si j'arrêtais. Je n'arrêtais pas de lui dire que je pouvais gérer la situation. Je me disais que les soutenir était ce qu'une bonne fille et une bonne sœur faisaient. Même si mes propres projets ne cessaient d'être retardés, les vacances étaient reportées, un acompte restait théorique, les discussions sur le mariage restaient floues et lointaines, comme quelque chose qui appartenait à d'autres personnes. La fête de fiançailles à Seattle était censée être la première chose qui soit indéniablement à moi. J'ai choisi le restaurant avec vue sur l'eau, j'ai réservé un salon privé et j'ai signé pour un menu dégustation que je n'aurais jamais justifié à un autre moment. J'ai viré un acompte de $20 000 sans souffler un mot d'hésitation, me convainquant qu'après tout ce que j'avais discrètement couvert pour elle, cette seule nuit était une chose raisonnable à demander. Quand je suis rentré à la maison après la fête qui n'a jamais eu lieu, je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai ouvert mon application bancaire. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas fait défiler la liste familière des virements et des retraits. J'ai regardé chaque paiement récurrent et j'ai compté combien d'entre eux assuraient le confort de ma famille pendant que je continuais à réduire ma propre vie pour le rendre possible. J'ai vu mon nom attaché à des frais qui ne touchaient même pas ma vie, des abonnements que je n'ai jamais utilisés, une assurance pour des voitures que je ne conduisais pas, des forfaits téléphoniques qui illuminaient des villes où je ne vivais pas. La liste se lisait moins comme un budget que comme une confession, ligne après ligne, prouvant jusqu'où je les avais laissés étirer mon sens de l'obligation. Plus tard cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis forcé à regarder chaque chiffre à l'écran comme s'il appartenait à un étranger. J'ai commencé par les plus petites choses, celles qui avaient toujours semblé inoffensives. Il y avait un service de streaming que je ne me souvenais pas avoir jamais utilisé et un abonnement musical auquel je ne me suis jamais connecté. Les deux étaient facturés à mon nom, liés à des cartes que je remboursais chaque mois, et aucun ne touchait ma propre vie. Chaque abonnement appartenait à ma mère ou à ma sœur. Je m'étais dit que c'était des gestes de soutien, de petites façons de leur faciliter la vie. En les voyant alignés en un seul endroit, j'ai réalisé que c'était des habitudes que j'avais eu trop peur de briser. J'ai annulé le premier abonnement en quelques clics. L'email de confirmation est arrivé dans ma boîte de réception presque immédiatement. Je suis passé au suivant et j'ai fait de même. À chaque annulation, une tension silencieuse entre mes épaules se déplaçait, comme si j'enlevais une couche des obligations de quelqu'un d'autre. Rien de tout cela ne touchait à leurs besoins fondamentaux. C'était du divertissement et de la commodité, des choses dont elles pouvaient se passer. Quand j'ai atteint la liste des lignes téléphoniques sur mon compte, j'ai hésité. Mon propre numéro était en haut. Puis la ligne que ma mère utilisait. Puis celle que j'ai ajoutée pour ma sœur quand elle a dit qu'elle ne pouvait pas se permettre un nouveau forfait toute seule. Je me suis souvenu à quel point elle avait semblé reconnaissante lors de ce premier appel, à quelle vitesse cette gratitude s'est estompée pour devenir une attente. La facture avait augmenté à chaque changement qu'elle demandait, plus de données, une meilleure couverture, des options internationales pour des voyages que je n'ai jamais faits. J'ai parcouru les détails, m'assurant qu'il n'y avait pas de contrat partagé qui me piégerait avec des frais de pénalité si je les coupais. Chaque ligne était sous ma responsabilité. C'est moi qui étais lié à la vérification de crédit, la responsable de chaque charge en retard. Je me suis laissé imaginer à quoi cela ressemblerait si j'arrêtais de financer leurs urgences et leur mise à niveau et si je laissais le coût retomber là où il devait être. J'ai retiré les lignes supplémentaires de mon forfait. La confirmation notait que leur service prendrait fin après le cycle de facturation en cours. Ce n'était pas instantané ni cruel. Cela signifiait simplement que lorsque le temps que j'avais déjà payé serait écoulé, mon implication le serait aussi. Je suis passé à l'assurance ensuite. La police qui s'était discrètement étendue pour inclure d'autres conducteurs devait être réinitialisée. J'ai appelé la compagnie et j'ai écouté la représentante m'expliquer les changements. Je lui ai dit que je ne garderais la couverture que pour moi-même. Tout le reste serait supprimé à la fin du terme déjà payé en totalité. Il n'y a pas eu de drame de l'autre côté de la ligne. La représentante ne connaissait pas l'histoire derrière ma décision. Elle a juste confirmé les ajustements et m'a relu la nouvelle prime. Quand l'appel s'est terminé, j'ai regardé le résumé de ma police mise à jour. Je renifle. La liste des non-assurés avait été réduite à un seul, le mien. Les notifications ont commencé à apparaître avant que je n'ai terminé. Des appels manqués de ma mère,
des textos de ma sœur demandant pourquoi son application de musique ne se rafraîchissait pas et pourquoi le service de streaming ne reconnaissait plus son profil. J'ai regardé les messages s'accumuler sans les ouvrir. Pendant des années, je m'étais précipité pour régler chaque inconvénient avant qu'elle ne le ressente. Maintenant, je l'ai laissé remarquer ce que j'avais absorbé. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué. Les paiements automatiques pour le loyer de ma mère, le virement récurrent qui aidait à couvrir l'appartement plus cher de ma sœur, l'argent qui quittait mon compte le même jour chaque mois sous des libellés vagues dont nous avions cessé de discuter depuis longtemps. J'ai ouvert chacun d'eux, j'ai décoché la case qui leur permettait de continuer, et j'ai confirmé les annulations. Je n'effaçais pas les paiements passés. Je traçais un trait en dessous. Au moment où j'ai fermé mon application bancaire, mes obligations mensuelles avaient été réduites de près de moitié. Le chiffre au bas de l'écran n'était pas grand selon des normes extravagantes, mais il semblait assez inhabituel pour que je continue à le vérifier, attendant qu'une déduction cachée apparaisse et le fasse redescendre. Rien ne s'est passé. Le nouveau total est resté exactement là où il était. C'est seulement alors que j'ai pensé à appeler quelqu'un d'autre que ma famille. J'ai trouvé le contact d'un ami du travail, un expert comptable qui me proposait depuis des mois de jeter un œil à mes finances si jamais je voulais un deuxième avis. Son nom était Lucas Finch. Je lui ai envoyé un court message lui demandant s'il avait du temps pour discuter le lendemain. Il a répondu en quelques minutes, disant que oui et que je devais tout apporter. Quand j'ai finalement éteint la lumière et me suis allongé sur le lit, la pièce semblait étrange. Je vivais toujours dans le même appartement avec les mêmes meubles et la même vue sur la ville. Mais l'avenir ne semblait plus être quelque chose qui n'existait qu'après que les besoins de tout le monde aient été satisfaits. Le lendemain matin, j'ai rencontré Lucas Finch dans un café près de mon bureau à Seattle. Il était déjà à une table d'angle quand je suis entré, un bloc-notes et une calculatrice à côté de sa tasse. J'ai laissé tomber un épais dossier sur la table, rempli de relevés bancaires, de captures d'écran et d'imprimés de la veille. Il l'a ouvert sans commentaire et a commencé à lire. Lucas était un expert comptable. Au fur et à mesure qu'il tournait les pages, son expression est passée de neutre à tendue. Il a demandé depuis combien de temps j'envoyais de l'argent, qui contrôlait quelle facture, et si certains des comptes étaient joints. J'ai répondu directement à chaque question. J'en avais fini de décorer la vérité. Il a commencé à regrouper les papiers en piles, les primes d'assurance ici, les virements récurrents là, le soutien au loyer dans une autre pile. Sur une feuille blanche, il a noté une série de totaux mensuels, puis les a multipliés. Quand il a glissé le papier vers moi, le chiffre approximatif m'a noué la gorge pendant une seconde. Ce n'était pas précis, mais c'était suffisant pour prouver que ce que j'avais appelé de l'aide était plus proche d'un deuxième emploi à temps plein, un emploi que je faisais gratuitement. Lucas a laissé le chiffre reposer entre nous, puis il a demandé s'il y avait des actifs importants liés à mon nom que ma famille utilisait, biens immobiliers, prêts, véhicules, tout ce qui avait nécessité ma signature. J'ai essayé de penser au-delà des virements et des factures habituelles. Puis je me suis souvenu d'une avalanche de mails et de documents des années auparavant, quand ma mère avait dit qu'elle allait être expulsée de l'endroit où elle vivait. À l'époque, elle avait trouvé un petit condominium dans un vieil immeuble en dehors de la ville. La banque ne voulait pas l'approuver seule, alors elle m'a appelé en disant que j'étais la seule à pouvoir le faire. J'ai signé les papiers de clôture électroniquement entre deux réunions au travail et je me suis dit que je co-signais sa stabilité. Je n'ai jamais vérifié comment l'acte de propriété était rédigé. Je ne suis jamais retourné dans l'immeuble après la première visite. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le site des registres de propriété du comté. Il m'a fallu un moment pour me souvenir du nom exact de la rue. Quand l'annonce a finalement chargé, Lucas s'est penché pour pouvoir voir l'écran. Sous propriétaire, il n'y avait qu'un seul nom, le mien. Toutes ces années, j'avais payé l'hypothèque, en me disant que j'aidais ma mère à garder un toit au-dessus de sa tête. Elle et ma sœur traitaient cet endroit comme leur maison, parlant de redécoration et de rénovation comme si elles avaient le droit de tout décider. Sur le papier, la seule personne ayant ce droit, c'était moi. Lucas est resté silencieux pendant que j'absorbais l'information. Puis il a expliqué ce que cette seule ligne signifiait. En tant que propriétaire légal, j'avais l'autorité de décider si la propriété était occupée, louée ou vendue. Toute plus-value accumulée m'appartenait. Si j'arrêtais de payer, les retombées affecteraient mon crédit, mais le contrôle ne changerait pas. Je lui ai demandé à quoi ressemblerait le fait de ne plus porter ce poids. Il a dit qu'avant de faire quoi que ce soit de radical,
j'avais besoin de l'avis juridique de quelqu'un qui s'occupait quotidiennement de l'immobilier et des litiges familiaux. Il a écrit un nom et un numéro sur le coin du bloc-notes et me l'a arraché. J'ai glissé la bande de papier dans mon dossier et je l'ai lu 2 fois, Daniel Price. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé le numéro et j'ai pris rendez-vous pour une consultation. L'assistante en ligne a pris mes informations et l'adresse du condominium, puis m'a donné 1 heure plus tard dans la semaine. Le jour du rendez-vous, j'ai quitté le travail plus tôt et j'ai marché jusqu'au bureau du cabinet à quelques rues de là. Je me suis enregistré à la réception et je me suis assise dans la salle d'attente avec mon dossier sur les genoux, là pour voir ce qu'il faudrait faire pour prendre du recul. Daniel Price m'a accueilli et m'a conduite dans une salle de conférence. J'ai étalé les documents clés sur la table, les registres de propriété, les relevés d'hypothèque et un résumé du soutien que j'avais fourni. Il a lu en silence, puis a expliqué ma position en termes clairs. L'acte de propriété me désignait comme l'unique propriétaire du condominium. Ma mère et ma sœur y vivaient parce que je le permettais, non parce que la loi leur donnait un quelconque droit. Tant que je respectais les règles de préavis et de calendrier, je pouvais décider de la suite. Il a exposé mes options. Je pouvais vendre la propriété et me retirer complètement de l'hypothèque. Je pouvais établir un bail formel au prix du marché et arrêter de prétendre que les paiements étaient des faveurs. Si elle refusait de coopérer, il y avait des démarches légales pour exiger leur départ. Pour la première fois depuis longtemps, j'entendais à quoi ma vie pourrait ressembler si j'arrêtais de laisser la culpabilité rédiger tous les contrats. Dans les jours qui ont suivi, ces options ont cessé d'être théoriques pour devenir des décisions que j'ai prises. J'ai commencé par tout mettre par écrit. Sur mon ordinateur portable, j'ai rédigé un message à ma mère et à ma sœur, déclarant que je ne couvrirais plus leurs dépenses mensuelles et que le condominium qu'elles considéraient comme le leur était légalement le mien. Si elles voulaient rester, elles devraient signer un bail écrit au prix du marché à partir des mois à venir, avec un loyer dû à la même date à chaque fois. Si elles choisissaient de ne pas signer, je mettrais la propriété en vente et je me retirerais de l'hypothèque une fois la vente conclue. Avant d'appuyer sur envoyer, j'ai lu l'email à voix haute. Cela semblait froid, mais c'était clair. Il n'y avait pas d'excuses, pas d'explications, juste des dates et des décisions. Je l'ai envoyé et je l'ai regardé quitter ma boîte d'envoi. Leur réaction est arrivée plus vite que n'importe quel virement. Mon téléphone s'est illuminé d'appels, puis de messages empilés les uns sur les autres. J'ai laissé les appels aller à la messagerie vocale. Répondre au milieu de cette précipitation n'avait jamais rien changé auparavant. J'ai donc attendu que les notifications ralentissent et j'ai ouvert le premier fil de discussion. Ma mère a écrit que je l'abandonnais, qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer un loyer sans mes revenus, que la famille ne se traitait pas comme des étrangers. Elle n'a pas mentionné les Maldives ou la fête de fiançailles. Dans son histoire, rien de tout cela n'existait. C'était moi qui lui tournais le dos sans aucune bonne raison. Le message suivant venait de ma sœur. Adrienne a insisté sur le fait que le condominium existait grâce à tous les sacrifices qu'elles avaient faits quand j'étais plus jeune. Dans sa version de notre histoire, je leur devais cette maison et l'argent qui la faisait fonctionner. Elle a qualifié ma décision de mesquine et de dramatique, a dit que je choisissais mon fiancé plutôt que mon propre sang, et a prévenu que je détruisais la famille pour une seule fête. J'ai lu les 2 messages une fois, j'ai archivé les fils de discussion et je suis retourné à la liste des paiements. Les petits changements sont apparus en premier. Lorsque le cycle de streaming a été renouvelé, les émissions de ma sœur ont cessé de se charger. L'abonnement musical que j'avais annulé ne rafraîchissait plus ses playlists. Les lignes supplémentaires de mon forfait téléphonique ont atteint la fin de la période payée et se sont éteintes. La police d'assurance révisée a été renouvelée avec seulement mon nom dessus, et la prime a baissé. Chaque changement s'est produit tranquillement, exactement comme les écrans de confirmation l'avaient promis. À la fin du mois, le paiement de l'hypothèque pour le condominium a été enregistré comme il l'avait toujours été. Le montant qui quittait mon compte était le même, mais il ne me semblait plus être la preuve que je porterais ce fardeau pour toujours. C'était un paiement de plus sur une chronologie qui avait enfin un point final. Avec l'aide de Daniel, j'avais fixé une date précise pour le début des nouvelles conditions, assez lointaine pour être juste, assez proche pour que personne ne puisse prétendre avoir un temps infini. Ma mère a essayé de repousser cette date dès qu'elle a réalisé que j'étais sérieuse. Elle a écrit à nouveau pour demander une prolongation, puis une autre. Elle a dit qu'elle avait besoin de plus de temps, qu'elle était trop vieille pour recommencer ailleurs, que je devrais penser à tout ce qu'elle avait fait pour moi. Ces mots suivaient le même schéma que j'avais entendu toute ma vie,
s'appuyant sur la culpabilité quand rien d'autre ne fonctionnait. J'ai répondu une fois brièvement, confirmant que les dates de mon premier message tenaient toujours. Je n'ai pas expliqué ni ne me suis excusé. Après cela, j'ai cessé de répondre. J'ai gardé chaque nouveau message dans le même dossier que mes dossiers financiers et je n'ai pas envoyé une seule ligne en retour. À l'approche de la date limite, le ton des messages a changé. Le blâme s'est adouci pour devenir de la panique. Adrienne a cessé d'accuser et a commencé à suggérer des alternatives qui ressemblaient toutes à différentes façons de me garder accroché, soutien partiel, arrangement temporaire, nouveau calendrier qui dépendait toujours de mon salaire. Mes propres journées ne se sont pas arrêtées pour autant. Je suis allé au travail, j'ai assisté à des réunions qui n'avaient rien à voir avec ma famille, et je suis rentré à la maison dans un appartement qui ressemblait enfin à un endroit où je vivais au lieu d'une escale entre les obligations. Quand mon salaire a été versé sur mon compte, le solde est resté assez longtemps pour que je puisse le regarder. Au lieu de disparaître dans les urgences des autres, il attendait que je décide quoi en faire. La nuit précédant le début des nouvelles conditions, j'ai imprimé l'email que j'avais envoyé et je l'ai placé à l'avant du dossier qui contenait mes archives. La pile de papier semblait ordinaire sur ma table de cuisine, mais elle marquait le moment où j'ai cessé d'être une source d'argent en arrière-plan et j'ai commencé à être la personne en charge de ma propre vie. Quelques jours après la date limite de mon message, quelque chose est arrivé sur mon téléphone qui a traversé tout le bruit. Ma cousine Elise Reynolds m'a envoyé un court mot me demandant si j'avais une minute, puis a laissé tomber un lien vers une publication sur les réseaux sociaux. Elle s'impliquait rarement dans quoi que ce soit entre moi, ma mère et ma sœur. Le lien menait à une photographie de ma mère et de ma sœur debout devant une eau vive et du sable blanc. Elle souriait, tenant des verres, habillée pour des vacances dont je ne les avais jamais entendues parler avant la fête de fiançailles. La légende appelait cela une escapade familiale bien méritée aux Maldives. Élise a écrit qu'il y en avait plus. J'ai parcouru des photos d'elle sur des ponts et des terrasses et devant l'entrée d'un complexe hôtelier. Sur une image, ma tante était visible derrière elle, riant avec un verre à la main. Les commentaires étaient pleins de gens leur disant à quel point elles avaient l'air heureuses. Ce qui manquait en disait plus que tout ce qui se trouvait dans le cadre. Il n'y avait aucune mention de ma fête de fiançailles à Seattle. Aucune allusion au fait que la compte pour cette nuit avait été convertie en billet d'avion et en chambre d'hôtel. Élise a ajouté une ligne de plus. Quand elle a demandé pourquoi je n'étais sur aucune des photos, ma mère lui a dit que j'avais changé d'avis à propos de la fête et qu'elle n'allait pas laisser mon humeur gâcher leur plan. C'était l'histoire qui circulait dans la famille pendant que le personnel du restaurant débarrassait des couverts intacts. J'ai pris des captures d'écran de chaque publication et je les ai déposées dans le dossier où je gardais mes relevés et mes emails. Ces photos n'ont changé aucun document légal, mais elles ont dépouillé la dernière histoire que je m'étais racontée. Ce n'était pas de la confusion. Elles avaient choisi de dépenser mon argent pour leurs vacances, puis avaient réécrit le récit pour pouvoir en profiter. Cet après-midi-là, j'ai appelé Daniel Price et je lui ai tout raconté. J'ai décrit le condominium à mon nom, les années de paiement qui l'ont maintenu à flot, le message que j'avais envoyé sur les nouvelles conditions, et les images des Maldives. Quand j'ai eu fini, il n'a pas parlé de sentiments blessés. Il a demandé ce que je voulais qu'il se passe maintenant. La réponse était simple. Je voulais arrêter de les porter. Je voulais que l'endroit qui existait grâce à mon travail soutienne soit mon avenir, soit quitte entièrement ma vie. Daniel a dit que les registres de propriété et l'historique des paiements nous donnaient déjà ce dont nous avions besoin. En tant que propriétaire, je pouvais décider dans quelles conditions quiconque y séjournait. Il a recommandé que nous exposions ces conditions dans un avis formel qui pourrait figurer dans un dossier, pas seulement dans un fil de discussion textuelle. Il a rédigé une lettre qui exposait les faits en langage clair. Le condominium m'appartenait. Si ma mère et ma sœur voulaient y rester, elles devraient signer un bail écrit à un taux de marché équitable et commencer à payer à une date précise. Si elles refusaient, je mettrais soit la propriété en vente, soit j'entamerais une procédure pour en reprendre possession par le tribunal. Nous avons parcouru le texte ensemble. Il n'y avait pas de langage dramatique, seulement des dates, des montants et des conséquences. À la fin, il a ajouté une phrase dirigeant toute question concernant la propriété vers son bureau à partir de ce moment. J'ai accepté et je l'ai autorisé à l'envoyer. La lettre a été envoyée par courrier recommandé. Une copie est arrivée dans ma boîte aux lettres avec le reçu montrant que quelqu'un dans l'immeuble l'avait signé. J'ai tenu le duplicata à ma table de cuisine et j'ai réalisé que c'était le premier document depuis des années qui exigeait quelque chose d'elle au lieu de plus de moi.
Leurs réactions sont arrivées comme je m'y attendais. Ma mère a rempli mon écran de messages disant que les avocats étaient pour les étrangers, que je la mettais dans l'embarras, que les gens parleraient. Ma sœur a envoyé des notes m'accusant de choisir l'argent plutôt que la famille et m'avertissant que je le regretterais. Aucun des deux messages ne mentionnait les Maldives ou les photographies. Aucune n'a proposé de signer un bail ou de payer un loyer. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré chaque nouveau message à Danielle et je l'ai sauvegardé avec le reste de mes dossiers. Si elles voulaient discuter maintenant, elles discuteraient avec un processus, pas avec la personne qu'elles avaient formée à se sentir coupable. Quand ma tante Nan Reynolds a finalement pesé dans la balance, ce fut avec un long email sur le sacrifice et l'obligation. Elle a dit que la famille n'envoyait pas d'avis formel et que je devais plus que je ne pourrais jamais rembourser. Je l'ai lu une fois et je l'ai classé à côté des captures d'écran du voyage. Sur le papier, rien n'avait changé dans les faits. Je possédais toujours le condominium. Elles y vivaient toujours. La différence était que j'avais cessé d'intervenir pour les protéger des conséquences liées à leur propre choix. Plusieurs mois ont passé. La lettre de Daniel s'est estompée à l'arrière-plan, mais sa date limite non. Le temps qu'il a donné à ma mère et à ma sœur pour signer un bail ou partir est venu et est passé. Elles n'ont pas payé de loyer, n'ont accepté aucune condition et ont continué à envoyer des messages sur le mal que je leur faisais. Lorsque la date a finalement expiré, Daniel a déposé une requête pour reprendre le condominium. L'audience au tribunal a été brève. Je me suis assise à une table, j'ai remis l'acte de propriété et les dossiers d'hypothèque, et j'ai répondu à des questions simples. Chaque papier montrait que l'endroit était à mon nom et que j'avais effectué les paiements. Il n'y avait rien qui transformait mon soutien en une promesse à vie. Dans l'ordonnance signée par le juge, il n'y avait pas de discours sur la famille, seulement une date de déménagement claire et un avertissement sur ce qui se passerait si elle l'ignorait. Leurs réactions sont arrivées dans ma boîte de réception presque immédiatement. Ma mère a écrit qu'elle n'avait nulle part où aller et que je l'abandonnais. Ma sœur a prétendu que je la mettais à la porte pour un malentendu. Ma tante a dit que je déchirais la famille pour impressionner mon fiancé et pour paraître puissante. Aucune d'entre elles n'a mentionné les Maldives. Aucune d'entre elles n'a mentionné la nuit à Seattle où elles ont choisi une plage plutôt que ma fête de fiançailles. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré quelques-uns des messages à Daniel pour qu'il puisse voir ce qu'elle disait, puis j'ai rangé mon téléphone. Le jour où elle devait partir, j'étais à mon bureau en train de parcourir des notes de projet tandis qu'ailleurs, un gestionnaire immobilier parcourait des pièces qui ne leur appartenaient plus. Je n'ai pas demandé de photos, savoir que les clés n'étaient plus entre leurs mains était suffisant. Une fois le logement vide, Daniel et moi avons convenu de vendre. Le quartier était devenu plus populaire depuis que ma mère m'avait poussé à signer le prêt. L'offre que nous avons acceptée couvrait ce qui restait de l'hypothèque et me laissait un montant réel. Signer les documents de vente n'a pas eu le goût de la vengeance. C'était comme fermer un chapitre que j'avais payé seul. J'ai utilisé une partie de l'argent pour effacer le reste de ma dette personnelle. Le reste est devenu un acompte pour un petit logement à Seattle qui appartenait à moi et à Carter. Nous avons choisi un simple appartement de 2 chambres avec de vieux planchers en bois et un balcon étroit qui captait la lumière de l'après-midi. Le bail ne portait que nos noms. Pas de lignes supplémentaires, pas d'obligations cachées. Ma mère, ma sœur et ma tante ont dû trouver leur propre logement. Par un bail, j'ai entendu dire qu'elles passaient de location à court terme en chambre d'amis pendant qu'elles apprenaient à se qualifier par elles-mêmes. Les propriétaires demandaient des cautions et des preuves de revenus. Les compagnies de services publics voulaient leur nom sur les comptes. Ce n'était ni gentil ni cruel. C'était juste la façon dont la vie fonctionnait quand mon salaire ne tenait plus tout ensemble pour elle. Élise a transféré un autre message que ma mère a envoyé à un groupe de parents. Dedans, ma mère disait que je lui avais pris sa maison et que je finirais seul. Élise a ajouté une seule ligne disant qu'elle n'était pas d'accord, mais qu'elle pensait que je devais le voir. Je l'ai remercié et j'ai classé l'email avec le reste de mes dossiers. Je n'ai pas envoyé une longue explication à la famille. Les gens qui voulaient savoir ce qui s'était réellement passé savaient déjà comment me joindre. La vie après cela semblait ordinaire de l'extérieur, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Mon salaire restait sur mon compte assez longtemps pour que je puisse planifier plus d'1 mois à l'avance. Carter et moi parlions de voyages que nous pourrions réellement faire, pas de vacances que d'autres personnes réservaient avec l'argent que je gagnais. Nous avons constitué un fonds d'urgence et l'avons vu grandir sans nous demander quels parents le demanderaient ensuite. Parfois,
Mon esprit retourne dans ce salon privé du restaurant au bord de l'eau à Seattle. Pendant longtemps, cette nuit vide a semblé être la preuve que ma famille ne m'a jamais vraiment vu. Maintenant, je la vois comme une ligne qui traverse ma vie. D'un côté, il y a la femme qui croyait que l'amour signifiait payer pour tout le monde et espérer qu'il la traiterait enfin comme si elle comptait. De l'autre côté, il y a la femme qui comprend qu'appartenir à une famille ne signifie pas vivre comme leur plan de secours. Si une partie de cela vous semble familière, j'espère que vous entendrez ceci clairement. Vous êtes autorisé à prendre du recul par rapport aux personnes qui traitent vos efforts comme un droit au lieu d'un cadeau. Vous êtes autorisé à fixer des limites sans devenir le méchant dans leur version de l'histoire. Dire non n'efface pas tout ce que vous avez donné. Cela vous donne une chance de construire une vie qui n'est pas maintenue par un sacrifice constant. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a fait réfléchir à vos propres limites ou à la façon dont vous vous présentez pour les gens qui vous entourent, j'espère que vous prendrez un moment après cette vidéo pour vous demander quel genre de famille vous construisez et si vous en faites réellement partie. 2.